Yes! Bon matin à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Bon matin, Martin. Bon matin, Maxime. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais, en ce mardi matin, lendemain de l'action de... As-tu mangé ta dinde hier? Non, je suis pas très fervent sur l'action de grâce, mais le congé a quand même été bon. OK, t'es ce genre-là, toi, hein? T'as pas remercié les bonnes récoltes. Ça va être intéressant, ce webinaire-là. Ça part bien, mais tu vois, je voulais faire un segue avec ça, mais je vois que t'es pas très embarqué. Mais écoute, on va quand même continuer. On va le couper au montage, correct. Non, on n'a pas de coupage au montage, nous. On y va straight body. Merci à tout le monde d'être là, présent aujourd'hui. D'ailleurs, on sait que c'est pas évident. On en parlait avant de commencer, là, prendre du temps pour venir sur un webinaire aujourd'hui. C'est pas toujours facile, bien que ça soit enregistré. On va vous renvoyer Laurence, qui est ici présente. Vous la voyez pas, mais notre magnifique Laurence va s'occuper de tout vous envoyer l'enregistrement si vous manquez des bouts. Donc, n'ayez pas peur de vaquer à vos occupations ou encore écouter en balado ou du moins en parallèle à une autre tâche. Il n'y a aucun problème. Le son, ça va. J'imagine, Nick, tu me fais signe s'il y a quelque chose. Martin Lemay, qui es-tu? Ben, je vais me présenter pour commencer. Maxime Trottier. Je suis vice-président vente et marketing chez Dévolution depuis plus de 12 ans maintenant. Chez Dévo, depuis pratiquement le tout début. Quand même. On a vu neiger, Quand on a même. vu... Ouais, dans la barbe surtout, hein? Parle pour toi. Mais non, oui, effectivement. C'est les enfants, je pense. C'est ça que c'est ça. Les enfants, c'est clair. C'est ça qui arrive. Martin, avec qui je travaille depuis maintenant, 6 ans, 7 ans? 6 ans et demi, ouais. 6 ans et demi? Ouais. Aujourd'hui, tu vas venir nous parler de quoi, Martin? De cybersécurité, tiens donc. Regardons, qui va avec ton rôle, qui est? CISO chez Dévolution depuis 2018. Donc, ça va faire près de 15 ans que je suis dans l'industrie. J'ai commencé avec un parcours là, essentiellement technique, la moitié de ma carrière, l'autre moitié plus comme exécutif. Entre autres, les 6 dernières années et demie chez Dévolution. Implémenter un beau programme de sécurité. Puis, j'ai parti aussi ma start-up en cybersécurité, Cyberspective. Donc, président et CEO pour offrir des services de cybersécurité, aider d'autres entreprises à bâtir un programme à succès comme Dévolution. Parce que... Tu veux faire un petit shout-out à Cyberspective? Justement, on peut trouver les informations où? Tu dois avoir... Cyberspective.ca, on est sur LinkedIn aussi. Puis, c'est ça, on offre plusieurs services de cybersécurité, de consultation, autant du niveau stratégique, donc fractional CISO, jusqu'à la technique. Donc, on fait vraiment la verticale. On aide les entreprises à en fond, à prendre les challenges de cybersécurité comme opportunité d'affaires. Comme on l'a vu chez Dévolution, la cybersécurité n'a pas seulement réduit les risques, mais a aidé aussi dans son positionnement en matière de cybersécurité, son leadership en cybersécurité, donc un avantage compétitif. On a également aidé à plusieurs niveaux en termes de certification, donc pour la clientèle, etc. Donc, on veut répéter ce genre de succès-là pour d'autres entreprises. Puis, c'est ce que je fais avec Cyberspective aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on veut prendre un peu de temps pour passer quoi? On va passer en revue un peu le parcours que vous avez accompli chez Dévolution. Je dis vous parce que, je te respecte beaucoup, mais c'est surtout pour l'équipe. Ça se fait en équipe. Donc, votre parcours chez Dévolution en équipe. On entend beaucoup parler, évidemment, depuis des années maintenant. On parle de cyber-résilience, de cyberattaque. Il faut être prête, attention, ça s'en vient. Le danger est là, le danger est présent. Mais là, ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, c'est dans dans la note d'une vraie réalité de business. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut accomplir? À quoi ça ressemble? Y a-t-il des baby steps à faire? Les premiers pas? C'est un peu ça. Puis j'invite les gens, d'ailleurs, qui sont avec nous à poser vos questions. Laurence va monitorer les canaux de communication. N'hésitez pas. Je pense que c'est correct si on se fait interrompre durant ta présentation, Martin? Non, au contraire. Je vous invite, si vous avez des questions durant la présentation, à les poser live. Ça serait super intéressant d'avoir une discussion avec vous. Voir aussi si ça reflète bien votre réalité, qui, je crois, on est très près de la réalité de nos entreprises chez Dévolution au Québec, partout dans le monde, nos clients, je dirais, de notre entreprise aussi. Martin, toi, tu t'interviens dans d'autres sphères également. Tu viens d'en parler avec Cyberspective. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ou moins Dévolution, entreprise en logiciel informatique, en cybersécurité depuis 2010. Précisément en gestion de mots de passe, gestion de connexion à distance, d'accès privilégié. On a une suite complète de logiciels qui servent à gérer l'ensemble de vos accès, peu importe pour qui dans votre entreprise, autant
Ça peut être, par exemple, pour ce qu'on appelle en anglais des business users. D'ailleurs, je devrais traduire ces termes-là incessamment, je pense. Usagers d'affaires, peut-être. Donc, on parle des gens en vente marketing qui ont besoin, par exemple, ou en finance, ou en comptabilité, en HR, en ressources humaines, qui ont besoin d'accéder à des pages web. On a un paquet d'outils pour gérer les mots de passe de façon sécuritaire, jusqu'à vos professionnels en TI, professionnels en sécurité. Si vous avez des gens qui travaillent aussi, vous êtes un MSP avec des techniciens qui doivent se connecter à distance chez vos clients, on a une solution pour vous également. Donc, one-stop shop pour Exactement. On accès. aide, dans le fond, à combler l'écart entre la sécurité et la productivité. Oui. Hein? C'est très exactement ça qu'on fait. Puis, on a même chez Devolution, dans notre journey, ça aussi, il faudrait que tu m'aides à le traduire. Notre parcours? Dans notre parcours. ça? Merci, ça, c'est excellent. Ouais. Oui. Donc, dans notre parcours, dans l'établissement du programme de sécurité, nous, on a DocFood, on a consommé nos propres produits pour nous aider à augmenter notre posture. C'est ça qui est super intéressant. On a été chanceux, en fait, d'avoir même des solutions qu'on pouvait adapter à l'interne, puis en faire bénéficier même la clientèle par la suite dans notre parcours. Ouais. C'est un bon point. Puis en plus, nos solutions, en fait, je dis nos solutions, mais on croit fermement que les solutions en cybersécurité devraient être d'abord et avant tout par défaut sécuritaire, on s'entend, mais utilisables et qui amènent une valeur de plus que juste la sécurité parce que, comme on va le voir dans la présentation à Martin, l'adoption de ces solutions-là est très importante en entreprise. Puis on prend le pari que quoi de mieux que d'adopter une solution qui vous permet d'être plus efficace, plus productif, mais en fait qui rend votre vie plus simple, plus facile, qui fait partie de l'équation grandement. Donc chez nous, productivité, sécurité, ça va main dans la main. Quand on pense à une nouvelle plateforme, nouveau feature, nouvelle fonctionnalité, on se pose la question, oui, est-ce que c'est sécuritaire? Oui. La case est cochée. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte? C'est ça. Est-ce que ça facilite le day-to-day ou non? Puis, ce qui est intéressant, c'est que ce que je vous présente présentement, c'est le programme de sécurité en une image chez Devolution. Donc, une stratégie en 4 étapes. La stratégie est basée sur le concept de Jim Collins, donc la fameuse flywheel, qui fait que chaque étape, dans le fond, plus on est fort à l'intérieur de chacune de ces étapes-là, donc la sortant d'une étape et l'intrant pour l'autre, on va aller chercher un momentum pour réussir, dans le fond, la cible au milieu qui est, nous, de réaliser notre engagement envers la sécurité. Et notre engagement qui est de fournir les produits les plus sécuritaires sur le marché et faire preuve de leadership dans la gestion d'accès et de mots de passe et d'accès privilégié pour les TI. Donc, la stratégie, elle était quand même implémentée dès le départ, mais on ne l'a pas vu comme ça. Là, on va compter l'histoire de gauche à droite, mais en réalité, elle a été bâtie de droite à gauche. Donc, tu as commencé par... On a commencé par développer des capacités d'exécution de base, qu'on a appelées des pratiques. Donc, les pratiques, là, ils ont toutes des beaux noms aujourd'hui. Là, GovSec pour la gouvernance, risque et conformité. On a DevSec qui est le développement sécuritaire, étant donné qu'on développe des logiciels, évidemment, on doit se doter d'une pratique de développement sécuritaire pour assurer qu'on développe des produits de qualité sans faille, sans vulnérabilité. On a une pratique aussi Red Team qui vient tester les systèmes, qui vient tester nos applications, donc qui amène une expertise offensive dans le programme. Puis on a OPSEC qui est la sécurité opérationnelle. Donc ici, vraiment, la cyberdéfense, le programme de cyberdéfense qui est piloté par OPSEC. Ça va être essentiellement cette pratique-là aussi, le reste de la présentation sur lequel on va se focus. Je pense qu'il est plus représentatif de la majorité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait en entrée de jeu d'être, je dirais, groundé dans la réalité. C'est cette pratique-là, je pense, qui est qui a une approche peut-être plus pragmatique encore que les autres, bien que ça va tous main dans la main, mais qui, lui, est vraiment une répercussion dans les opérations d'entreprise, right? Oui, ben en fait, c'est que pour la majorité des modèles d'affaires, qu'on soit dans l'industrie de l'infrastructure critique, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans le financier, ou peu importe l'industrie, on va avoir besoin quelque part d'une pratique OPSEC, qu'elle soit outsourcée ou à l'interne, dépendamment des modèles d'affaires. Parfois, on préfère tout outsourcer, d'autres fois, on va l'avoir à l'interne, mais elle va être là, ultimement. GovSec aussi, qui est là, mais celle-là, elle est plus difficile, je dirais, dans la majorité des entreprises, surtout en PME. La gouvernance, c'est pas un sujet facile parce qu'on a besoin d'une grande vélocité d'action, puis écrire des politiques, des règles peuvent sembler un fardeau.
On va revenir un peu plus loin là-dedans, mais c'est quand même une pratique qui est nécessaire pour avoir un programme qui fait du sens puis qui réussit à vivre à travers le temps. Ouais, puis t'en parles un peu plus tard, mais en termes de maturité d'entreprise ou maturité de programme aussi, là, on peut pas tous commencer. Puis c'est un peu ça pas le problème que je vois, mais en sécurité, comme dans plein d'autres sphères en entreprise, on veut tout faire d'un coup, on veut partir avec un bon plan, une bonne stratégie, c'est difficile à faire atterrir, en fait. Il faut le découper en petits morceaux, comme tu as fait, Martin, puis c'est ça que je voulais qu'on montre aujourd'hui, d'ailleurs. Puis on en fait, là, on a ITSec, entre autres, qu'on organise à Saint-Hyacinthe de toutes les années. Mais les solutions qui sont trop holistiques, trop grosses à prendre, trop complexes à prendre, souvent, ça va failer. Fait que c'est ça qu'il faut. Absolument. Puis la plupart, en fait, même de mes clients aussi, chez Perspective, ils subissent le même sort. Ils ne savent pas par où commencer. Le problème est trop gros. Il y a tellement de standards, il y a tellement de cadres, il y a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer et d'avoir un premier pas. Puis l'idée là-dedans, c'est d'établir un niveau de maturité. Donc, la première chose à faire, c'est savoir à quel niveau de maturité je me trouve puis où je veux aller. Mm-hmm. On l'a fait instinctivement ici, on l'a fait en étapes. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on peut le cadrer clairement. Les étapes qu'on a vécues ici, ils sont répétables ailleurs. Et le principe, le pourquoi que je réutilise, dans le fond, le niveau de maturité, puis pourquoi je vous le propose à vous aussi, si vous n'avez pas un à l'interne, c'est parce que ça va définir qu'est-ce qui est accessible puis acceptable. Ouais. Dans un premier temps, à chaque étape, ça va vous éviter de faire trop au début, qui n'est pas nécessaire ou qui ne sera juste pas fonctionnel ou qui ne vivra pas l'épreuve du temps. Je te lance une balle courbe, mais on dit acceptable, mais qui accepte le risque en bout de ligne? C'est à qui le rôle revient d'accepter le risque? Tu IT, sécurité, le C-level, le CEO, le président, le fondateur. C'est à qui doit donner à un moment donné son veto et dire « OK, j'accepte ce risque-là, par exemple? » C'est une excellente question. Et la réponse, c'est premièrement, il faut le définir. Mais ultimement, qui est responsable de la sécurité d'une organisation? Ça va être le propriétaire, les actionnaires, ça va être le conseil d'administration. Donc, ça vient vraiment du concept d'avoir l'imputabilité d'en haut. Donc, souvent, on parle de responsabilité, mais on parle peu d'imputabilité. Mm-hmm. Puis l'une des premières choses, en fait, savoir qui est responsable de quoi, c'est de définir l'imputabilité. Donc, l'imputabilité, c'est vraiment le concept de qui est puni, qui subit advenant le cas que. Mm-hmm. Donc, si, exemple, il y a une faute grave de négligence en termes de sécurité de renseignements personnels, par exemple, puis qu'il y a une brèche par négligence, on savait et on n'a rien fait, mais qui, ultimement, paye pour ça? Qui va être poursuivi? Bien, ça va être l'organisation. Ça ne sera pas le directeur TI, ça ne sera pas l'employé, à moins qu'il y ait ici là, une violation grave. Là, on parle ici d'un crime, mais outre ça, s'il y a un manque de mesures, c'est l'organisation qui va être imputable. Donc, l'imputabilité ne se transfère pas. Et c'est ça qu'on doit communiquer. On va en reparler un petit peu plus loin, mais elle ne se transfère pas, tandis que la responsabilité, elle, se transfère. Ouais. Donc, je peux transférer la responsabilité d'un programme de sécurité au directeur TI ou au directeur de la sécurité, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un impact majeur parce que, il y a eu une brèche de données, qui va être pointé du doigt? Ça ne sera pas le directeur TI ni le directeur de la sécurité, ça va être les propriétaires de l'entreprise. Donc, déjà, d'établir ce discours-là en partant donne un son de cloche, mais par la suite, le directeur TI, c'est quoi son imputabilité? Donc, ensuite, on cascade l'imputabilité par en bas, puis il faut que ce soit clairement communiqué. C'est drôle quand tu parles de directeur TI parce qu'il y a quand même cet aspect-là qui est important dans l'entreprise aussi. Les deux départements doivent travailler main dans la sécurité et TI. Comment tu vois, là, c'est une autre petite balle courbe, on n'a pas préparé, mais comment vois-tu la relation entre sécurité, TI, en termes de responsabilité, par exemple? On parle de responsabilité, c'est à qui revient cette responsabilité-là? Parce que souvent, sécurité va vouloir mettre en place des outils, des processus, on parlait de gouvernance tantôt, mais TI doit appliquer en quelque part ces normes-là, on va dire, ou ces règles-là. Absolument. Comment tu travailles avec les départements de TI en sécurité? Pour moi, la sécurité, ça se fait pas dans un vacuum. Donc, on ne sécurise pas de la sécurité. La sécurité est toujours bâtie au-dessus de quelque chose, de l'infrastructure, de système, des ressources humaines, de la pratique de gestion de ressources humaines. C'est toujours bâti au-dessus de quelque chose. On ne protège pas le vide, on protège quelque chose, il y a une expertise. Puis, chaque
unité d'affaires doit avoir sa responsabilité et son imputabilité en matière de sécurité dans son unité d'affaires. Donc, les ressources humaines sont responsables d'assurer que les pratiques au moins de base de sécurité sont appliquées dans l'embauche ou le maintien des ressources à l'intérieur d'une organisation. Au même titre que TI. TI est responsable de la sécurité de ces systèmes sur lesquels il opère dans l'entreprise. Et la sécurité agit soit à titre de conseiller pour faciliter, amener une expertise qui n'est peut-être pas complète ou qui demande d'être plus pointue pour certains cas, mais l'opération day-to-day ou jour le jour va être au niveau de TI. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il y en a qui parlent des fois de frontières entre TI et sécurité. Ouais. Je ne vois pas ça comme une frontière, je vois plus ça comme une collaboration franche dans deux domaines différents. Sécurité va faire une vigie d'analyse d'alerte, de cas, puis agir comme conseiller, il va offrir des services à TI, mais ultimement, c'est TI qui doit maintenir, voir la sécurité de ces applications, de ces systèmes. Mais tu vois les TI comme... Je dirais pas n'importe quel autre, parce qu'il y a plus d'impact dans les TI, mais comme les autres départements au même titre que TI, HR, vente, marketing. Absolument. On a tous une responsabilité là-dedans, en fait. Absolument. Je veux dire, ne serait-ce qu'aux ressources humaines, qu'est-ce qu'on fait si on embauche quelqu'un qui a déjà été accusé pour fraude? Je veux dire, puis on l'envoie en plus à comptabilité. On s'entend tous pour dire que c'est un mauvais call. Pourquoi que ça, c'est normal? On considère ça normal, mais pas TI? Je veux dire, TI, c'est la même chose. C'est système. Il y a un minimum à mettre. Puis c'est normal qu'on n'ait pas toujours toute l'expertise pour adresser certains problèmes. Puis c'est là que sécurité amène une expertise à titre de conseil à l'intérieur de l'organisation, mais aussi qui peut amener des systèmes, puis une infrastructure pour monitorer les anomalies qui vont avoir un effet de détection sur les menaces en cours ou en temps réel. Mais ultimement, ça va rester la responsabilité de TI de gérer ce parc-là. Là. Puis ça ressemble à quoi, ça, Marc? Ça ressemble à quoi? Bien là, on va chunker le niveau de maturité en 3 morceaux. Ces 3 morceaux distincts-là, on a pu en prendre compte nous-mêmes chez Devolution à diverses sphères, à divers niveaux d'altitude dans l'entreprise. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qu'un niveau fondamental, qu'est-ce qu'un niveau proactif puis résilient. L'idée d'un niveau fondamental, c'est d'avoir au moins les mesures de base en place pour être capable d'être réactif. L'idée, c'est pas d'être réactif quand il arrive de quoi, je ne sais pas quoi faire. C'est d'être réactif qu'au moins on a une capacité d'action qui est très manuelle, qui est très peut-être plus lente, un peu au niveau réaction, mais qui au moins on est capable. On peut flaguer. Il y a une capacité d'exécution qui est là. Quand je montrais dans le fond qu'on a bâti de droite à gauche, c'est un peu ça. On barre un peu bottom-up, donc de bas vers le haut pour commencer. Puis après, on reprend au niveau proactif, plus le problème de haut vers le bas. Là, on veut s'assurer qu'on a la couverture. On veut s'assurer qu'on est plus bon que bon. T'sais. On va être bon à faire les choses de base, mais là, on veut s'assurer que si jamais il y a un cas qui est moins probable qui survienne, mais qu'on l'ait déjà couvert. Donc, déjà, entre les deux niveaux, il y a une marge importante puis qui est difficile à faire. Les gens, souvent, ils veulent aller à proactif, mais ils n'ont pas nécessairement complété le niveau fondamental. Donc, le niveau fondamental, ne serait-ce que les politiques de base et les responsabilités, on vient juste d'en discuter. Si ce n'est pas clair au sein de l'organisation, c'est qui est imputable, puis qu'on donne un maigre budget au directeur TI, qui a le chapeau en plus sécurité, puis on lui dit « sécurise-nous » et qu'il advienne une brèche, bien, qui est à blâmer? Il faut qu'en haut, on soit au courant du fait qu'on est imputable dans une organisation sur la réussite du programme de sécurité, puis d'avoir une politique de base. Il y a beaucoup de gens qui ont l'argument de « on va faire une politique, mais personne ne la lit, personne ne la comprend. C'est pas vrai. L'idée d'avoir une politique, c'est d'avoir ce niveau de discussion-là, un premier niveau de discussion avec ces gens-là. Donc, avec les gens qui vont libérer le budget, qui vont libérer l'autorité, puis qui vont libérer le temps, les ressources pour réussir le plan le programme de sécurité. Est-ce que tu es prêt à dire que le chemin est tout aussi important que le résultat ou même plus important dans ce cas-là? Le chemin est beaucoup plus. Mais en fait, c'est sûr que le résultat, on ne veut pas se faire hacker. Oui, on s'entend. Mais tu as raison, en fait, toute la beauté de la chose se trouve dans le journey et le journey implique, puis on va voir
trois paramètres sur lesquels je mets l'accent un peu plus loin. Mais le journey est définitivement le nerf de la guerre et on doit le rendre le plus agréable, le plus facile, puis le communiquer le mieux possible. Puis à travers tout chacun des niveaux de maturité non plus, c'est pas un moment donné, on coche une case, je suis rendu à proactif, je suis rendu à fondamental. Le but non plus n'est pas nécessairement d'aller à résilient. Il y a peut-être des modèles d'affaires, là je vais exagérer, mais un coiffeur, il n'est pas obligé d'être hyper résilient. Je veux dire, shutdown, on enlève, on recommence, on repart. Tu parlais tantôt de risque. Qui accepte le risque? Je veux dire, quelqu'un qui accepte plus de risques qu'un autre va peut-être se satisfaire pleinement. Là, puis... Exactement. Il faut rester dans le raisonnable. Là, on demandait raisonnable envers qui, acceptable envers qui. Ben oui, à l'intérieur de l'entreprise, mais il y a aussi aux yeux de la clientèle, puis aux yeux du gouvernement, aux yeux des forces de l'ordre. Ah ouais. Fait qu'il faut aussi qu'il y ait un raisonnable aux yeux de la loi. Ouais. Donc, par exemple, la loi 25 qui est très en vogue présentement au Québec, on doit avoir un minimum au niveau de la protection des renseignements personnels puis de diligence. Mais ça rentre effectivement dans la gestion de risque. Et cette gestion de risque-là, ben, la première étape, c'est d'être capable d'avoir une discussion de base. Puis moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai aimé faire avec Dévolution, ce que j'aime faire avec ma clientèle chez Superspective, c'est d'avoir des premières discussions sur qu'est-ce qui impacte le niveau de risque. Donc, qu'est-ce qu'un niveau de probabilité, qu'est-ce qu'un niveau d'impact, puis en quoi ça vient impacter un risque au final. Puis on essaie d'avoir un même discours cohérent à travers l'entreprise. Pas juste pour la cybersécurité, mais ça peut être aussi les risques d'affaires. Donc là, les risques d'affaires, la masse dirigeante, elle comprend mieux quand on parle de les risques par rapport à l'avantage compétitif, par rapport aux opérations. Donc, si on a le même discours, on est capable d'établir une base, un lexique de base en matière de gestion de risque, on va être capable de l'appliquer en cybersécurité, ça va être plus facile parce qu'ils vont mieux comprendre les concepts. Là, ça arrive avec un nouveau langage complètement nouveau dans un domaine qui est peut-être pas sexy en partant pour certains secteurs de l'industrie. Même chose pour la conformité. La conformité, c'est pas parce qu'on démarre un programme de sécurité qu'il faut être certifié ou qu'il faut... Mais c'est des discussions qu'on doit avoir. Est-ce que la clientèle en a besoin? Et si oui, qu'est-ce que ça implique au niveau de conformité? C'est quoi le travail? Au niveau des processus, d'avoir des processus de base. Donc, exemple, le premier processus qu'on doit implémenter, ou dans les premiers du moins, c'est d'avoir une gestion de vulnérabilité. Donc, on doit gérer les vulnérabilités des systèmes dans le parc informatique. On n'a pas le choix. On doit les gérer. On doit avoir un endroit où on les collecte. On doit avoir un endroit où on voit la progression de traitement. Puis, on doit avoir une étape de validation. Donc, ça, on s'en sort pas. C'est un processus de base qu'on doit implémenter. Versus, quand on est plus proactif, ben là, on a un processus qui est beaucoup plus étendu. On peut même aller jusqu'à automatiser certaines parties avec un processus qui rentre dans un système de billetterie automatisé. Le niveau fondamental peut se faire manuellement. Aussi, les gens veulent toujours se lancer dans l'automatisé en partant, mais on peut faire une étape manuel qui va quand même fournir un très bon résultat. Est-ce que des erreurs peuvent s'immiscer là-dedans? C'est possible, mais c'est déjà mieux que de ne pas en avoir du tout. Puis le plus dur, c'est d'en démarrer un. Donc, la difficulté avec le fondamental, c'est que les gens se lancent souvent dans le dernier case, qui est le contrôle technique. Donc là, on veut installer des outils parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais on n'a pas les processus au-dessus. On n'a pas la gestion de risque. On manque je dirais le gros tour de l'os. Là. Puis ce que ça fait, ben, c'est qu'au final, c'est que ça goûte fade. On a des outils, mais on a des alertes, mais on ne sait pas quoi faire avec ça. Donc, l'idée est de vraiment, au niveau fondamental, de faire un premier pas puis d'essayer d'avoir le plus de couverture possible, pas juste au niveau du parc informatique, parce que la couverture du parc informatique, c'est qu'on va vouloir l'avoir plus proactif. Un coup qu'on a les bases, on veut être meilleur, on veut faire plus que ce qu'on fait déjà, puis aller jusqu'au niveau résilient. Le niveau résilient, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de la réponse, au niveau de l'adaptabilité, là, on est sur la gauche. Là, on rentre dans un niveau où le programme s'ajuste de lui-même, les processus s'ajustent. On a une bonne proactivité, on a une bonne couverture du parc, on a une bonne prévention, mais le résilient, c'est que tôt ou tard, il y a de quoi de wrong qui va arriver et on va être capable de s'ajuster puis s'adapter. Puis c'est ça que le niveau résilient amène, qui est un peu vu comme le Graal, mais c'est pas obligé d'être une finalité. On peut se contenter de plus bas en termes de maturité, mais encore là, c'est la gestion de risque qui va en déterminer le... Oui, puis on va voir des exemples concrets par la suite, mais grosso modo, combien de temps ça t'a pris chez nous de passer de fondamental, proactif, résilient? On parle de combien de temps? Moi, j'ai commencé à dormir après 5 ans.
5 ans. Non, j'exagère. Non, Mais oui, ça prend environ 5 années. Pourquoi? Pourquoi aussi long? Il faut vivre avec ça. Le journey, on parlait tantôt, donc le parcours, c'est ça qui est important. Même si on arrive avec tous les systèmes, toutes les procédures, puis qu'on lance ça une année, on investit, je sais pas moi, 1 million cette année en cybersécurité. La réalité, c'est que les gens, il faut qu'ils s'adaptent. Les processus doivent se mettre en place. Les processus, la manière qu'on les planifie, sont probablement pas adaptés pour l'organisation. Il y a des ajustements à faire. You got a plan until you get punched in the face, right? Donc, ça Faut prend... le faire vivre, finalement. Il faut vivre avec puis voir si c'est bon ou pas parce qu'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de silver bullet là-dedans où est-ce que tu fais ça, c'est ça, that's it, that's all, on passe à l'autre, dans le fond. Non, puis tu sais, j'ai un client en particulier qui a eu énormément de budget pour atteindre un niveau fondamental, puis finalement, il n'a pas été capable de tout dépenser, ce budget-là, parce que ça prend du temps, ça prend ça prend de la ressource. Il faut le vivre, il faut l'adapter. Donc, même si on voulait on voulait atteindre un niveau qui était plus proche du proactif, je veux dire, même si on lance de l'argent, c'est pas juste de lancer de l'argent au problème. Il faut le faire, ce chemin-là, ce parcours-là. Puis, la question, c'est en fait comment on fait pour atteindre un niveau, comment on fait pour l'atteindre, comment on fait pour passer au-dessus. C'est pas un nouveau problème. Là. By the way, la maturité en sécurité, il y a déjà des frameworks qui existent pour ça. On a entre autres le CMMI, le Capability Maturity Model, qui offre des niveaux là, de 1 à 5. Donc, 1, on le fait, on le fait à peu près pas. 2, on le fait partiellement. 3, on le fait, c'est répétable. 4, on le mesure. 5, on l'améliore. Mais ça apporte beaucoup de confusion en 5 niveaux, à savoir mon processus, présentement, je le fais-tu partiellement ou je le fais au complet ou est-ce que j'ai commencé? Là, je le mesure-tu ou je l'améliore? Il y a plusieurs confusions que je remarque quand on essaie d'implémenter ça. Entre les niveaux, puis 5 niveaux, c'est quand même beaucoup. Puis encore une fois, l'objectif n'est pas nécessairement d'atteindre le niveau 5. Pareil pour le NIST Cyber Security Framework qui offre 4 niveaux, dont le 4e qui est une sorte de combinaison entre 4 et 5 du MMI. Puis on a le CIS Implementation Group de 1 à 3 aussi. Donc, ils sont difficiles à adopter, juste à avoir le bon vocabulaire à l'interne, de s'entendre sur les mêmes définitions, savoir quel niveau qui est quoi. C'est pas évident. Puis ça prend plus ou moins en compte le niveau organisationnel. Donc, on veut avoir, mettons, un CMMI de niveau 5, mais l'organisation n'a jamais rien mesuré de sa vie. Pourquoi? Parce que, bon, sont 7, puis ils ont des meetings à tous les semaines. Ils n'ont pas besoin de mesurer la performance nécessairement. Pourquoi aller chercher un niveau de maturité 5 quand, dans le fond, on est capable ad hoc de s'organiser avec un niveau 2? Tu sais, c'est pas parce que c'est pas à 5, encore une fois, que c'est inacceptable. Il faut juste la ramener au contexte organisationnel. Puis, l'humain est à l'intérieur de ça. Les processus sont à l'intérieur de ça, puis les technologies sont à l'intérieur de ça. Les frameworks qui sont là disponibles ont de la difficulté un peu à patauger entre ces aspects-là aussi du changement versus le niveau de maturité. Les frameworks ne sont pas là pour ça. Ils vont donner des contrôles, mais ils ne vont pas dire au niveau 5, tu devrais le faire comme ça. T'sais, ils ne vont pas dire au niveau de l'humain, au niveau du processus, tu devrais avoir ça. Ça n'existe pas. C'est à l'organisation, dans le fond, de définir ce qu'on doit faire rendu là. C'est là que c'est dur comme dirigeant d'entreprise aussi de faire la part des choses parce que tu parlais tantôt qu'on n'exerce pas dans ta profession, en sécurité, dans un vacuum ou dans un espace clos. Puis souvent, je trouve que ces approches-là sont très, on va dire, académiques ou très théoriques, mais ça tient plus ou moins compte de la vraie réalité. C'est là que je pense que les gens décrochent quelque part où ils ont de la misère à bien comprendre comment je vais faire pour arriver à mettre ça dans mon entreprise. Non, absolument. Puis c'est quand même bien d'avoir des cadres. Les cadres dans l'industrie, en rien, j'enlève à ce qui a été fait dans les dernières années au niveau des cadres et tout ça. Par contre, quand ça vient le temps de l'implanter, la réponse qu'on se fait donner, c'est tu dois l'ajuster à ta réalité d'entreprise. Ouais, mais j'ai pas de pont. J'ai pas de méthodologie en fait pour le savoir. Il y a quelques-uns qui ont commencé des choses, entre autres COBIT, va avoir, exemple, COBIT pour petites et moyennes entreprises, va avoir des niveaux par processus. Avec des tests, quoi. Avec CMMI. Ils vont dire CMMI, tu devrais avoir 3 pour, mettons, élaborer une stratégie, gérer la stratégie d'entreprise. Ils vont dire tu as besoin d'un niveau 3 pour cette portion-là. Mais encore une fois, c'est très ballpark.
Ça dit pas vraiment comment le faire ou quoi regarder, mais ça dit que tu devrais avoir ça. Fait qu'il y a au moins une cible. Ce que j'aime de CIS Implementation Group, c'est que de 1 à 3, il y a un contexte qui change aussi. Ils vont dire, exemple, à 1, ta gestion de risque est différente. C'est si tu as, exemple, un directeur TI, pas d'expérience en sécurité, ben le IG1, c'est les contrôles de base, puis tu peux faire une évaluation de risque sur ce groupe-là. Il va te faciliter la job. Donc, c'est plus compréhensible pour eux. Plus tu montes en niveau 2, là, c'est que tu as accès à une ressource intermédiaire. 3, c'est que tu as vraiment un spécialiste en cybersécurité qui est dédié pour t'aider à réaliser ce groupe-là. Donc, lui, il est plus adaptable entre les 3 niveaux, mais il ne considère pas les aspects humains ni le niveau processus en tant que tel. Il va considérer plus la technologie. Fait que c'est un peu ça qu'aujourd'hui, qu'on voulait amener dans le webinaire, c'est que nous, on l'a fait. Fait que c'est super cool, j'ai hâte de vous le montrer. Mais comment on a fait ça? On a vraiment taclé les gens, les processus puis les technologies. Encore une fois, là, je compte l'histoire de gauche à droite, mais c'est bâti de droite à gauche et c'est ce que je répète aujourd'hui de gauche à droite ailleurs et ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que qu'est-ce qu'au niveau fondamental, on cherche au niveau humain, au niveau des personnes? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau des processus? Qu'est-ce qu'on cherche au niveau des technologies? Puis, essentiellement, au niveau fondamental, on veut une expertise de base. Il faut, la fameuse politique de sécurité, elle ne sert pas à avoir un papier. Elle sert à avoir une discussion avec les bonnes personnes, de discuter avec les gens sur le conseil d'administration, discuter avec le PDG, le CEO, la haute direction. C'est d'avoir ce type de discussion-là, puis de définir les rôles initiaux. Qui est imputable? Qui est responsable? Commencer par là. Par la suite, avoir des processus de base. C'est sûr qu'une première politique va donner des règles de base à quelque part. Donc, avoir au moins, exemple, un processus de gestion d'incidents. Ce serait un des plans à avoir. On pourrait avoir gestion des vulnérabilités, etc. Donc, les processus de base, puis ensuite, la technologie. Je dis ensuite, mais on peut faire ça. C'est pas nécessairement une suite séquentielle. On fait c'est itératif. Là. On le fait les 3 ensemble. Puis, essentiellement, c'est d'avoir les technologies de base où là, on dirait qu'on est plus à l'aise à déployer des pare-feux. Tu sais, c'est plus facile. On garoche une coupe de mille par-ci ou de dizaines de mille par-là, dépendamment de ce que vous achetez comme pare-feu. Puis, on le déploie et c'est good, on part de là. Mais en réalité, il y a un autre travail à faire parce que si on fait juste déployer la tech, les processus ne sont pas là puis les gens ne savent pas pourquoi que c'est là. Ouais, puis en même temps, le challenge là-dedans aussi, c'est il y a quelque chose en place. Tu sais, je veux dire, on part pas from scratch. Là. C'est pas tout le temps une carte blanche. On parle de personnes, processus. Il y a déjà des personnes, il y a déjà des processus, il y a déjà des technologies en place, right? Ça ressemble beaucoup à rénover une vieille maison versus en bâtir une neuve. Ce que je veux dire par là, je m'explique, c'est il faut respecter aussi ce qui a déjà été fait puis qu'est-ce qu'il y a en place. Puis j'imagine que ça, c'est un énorme challenge en sécurité de ça, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait avec? Il est peut-être pas bien intégré, mais on va le garder pour une question de budget, question de... Ça doit être quand même un bon challenge en business de faire avec qu'est-ce qu'on a en place versus partir de rien, tu sais. Absolument. Tu sais, en fait, c'est un partir de rien, c'est un avantage à quelque part parce que là, on peut vraiment bâtir dans un tout cohérent. Mais ce qui arrive dans la réalité, puis peut-être ce qui est présentement, il arrive chez vous, c'est que là, on se retrouve avec un paquet de technologies, puis on reçoit un paquet de rapports qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils veulent dire. Le plus beau rapport qu'on reçoit habituellement, c'est celui du spam anti-filtre, du filtre anti-spam, là, de combien de courriels qui ont été bloqués dans la dernière semaine. Ça me dit quelque chose, moi, de combien de courriels qui ont été bloqués. Moi, ce que je veux savoir, c'est il y en a combien qui ont été relâchés à des usagers. Mais je peux juste avoir ce discours-là si je comprends ce que j'essaye de faire. Puis c'est pour ça que l'expertise doit aller au niveau humain en premier. Puis après ça, le bon processus de quand je reçois ce rapport-là, est-ce qu'on le regarde? Est-ce qu'on regarde cette métrique-là? Puis qu'est-ce qu'on fait? Si on voit qu'il y a des gens qui ont relâché des courriels, est-ce qu'on regarde un peu la nature de la chose ou est-ce qu'on laisse ça, on ferme les yeux? Ce qui se passe. C'est ça. Donc, tu sais, le niveau fondamental va amener ces premières étapes-là puis avoir ce discours-là, ces premiers processus-là. Il y a une première tour de roue en entreprise. Mais là, on vient vraiment travailler sur tous les fronts, les vrais fronts. By the way, là, people, technology, process, c'est rien de nouveau. Ça date des années 80 là, au niveau de les changements et l'atteinte des objectifs en TI. Vous devriez déjà avoir entendu ça parler. Mais ici, ce qui est le fun, c'est qu'on l'a vraiment adapté
pour la cybersécurité, dans un programme de cybersécurité à travers un parcours de maturité. Puis par la suite, on bâtit là-dessus. L'idée, c'est toujours bâtir sur ce qu'on a fait. Donc par la suite, on va aller au niveau proactif. Là, on va aller avec l'expertise spécialisée à l'interne ou l'outsourcé, peu importe. L'important, c'est d'avoir accès à de la ressource spécialisée sur des choses qui sont en dehors de nos murs. On va aller chercher plus au niveau de la gouvernance, on va aller chercher des lignes claires. On veut commencer peut-être à mesurer certains aspects du programme. Mais il faut que pour ça, la haute direction sache qu'est-ce qu'elle veut. Si elle sait qu'elle est imputable du programme ou de certains aspects du programme, mais elle va vouloir des métriques claires sur qu'est-ce qu'on devrait mesurer. C'est tough, ça. Honnêtement, c'est super je fais l'avocat du diable un peu, mais c'est tough. Là, on a parlé, on avait été sec encore une fois à Saint-Hyacinthe cette année, mais les gens TI en sécurité, ce que tu viens d'exprimer là, de venir convaincre un dirigeant d'entreprise, un président, disons un président, oui, il y a un risque, je suis convaincu. Maintenant, c'est quoi les bons KPI ou les bonnes données à faire resurfacer pour qu'on comprenne bien comment ça impacte? Vous avez votre propre jargon souvent, vous avez t'as une force à vulgariser, c'est pas tout le monde qui a ça non plus. C'est tough de faire ce bridge-là entre la direction et un problème de sécurité. Quand c'est pas bien défini d'avance. Puis ça, j'ai mis ton point tantôt de bien comprendre qui est imputable. Je pense que quand on comprend qui est imputable, responsable, ça débloque beaucoup de threshold après pour mettre en place. Absolument, parce que la première métrique qu'on me répond au départ, hein, qu'est-ce qu'on veut regarder? Bien, on ne veut pas se faire breacher. Les métriques, hein? C'est ça, c'est combien de breach dans l'année. Ouais. On veut tenir ça à 0. Mais l'investissement qui a été fait, lui, a servi à quoi? C'est quoi? Il est où le retour? Ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on peut aller vraiment deep. On peut aller très creux en termes de mesures, mais c'est des mesures qui ne veulent pas nécessairement dire quelque chose. Fait que ça prend un bon balance entre l'humain et l'expertise, comprendre son imputabilité, sa responsabilité, qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qu'on veut voir, puis s'en tenir là, à le mesurer ça. Et non aller down, d'avoir un rapport de combien de courriels ont été bloqués dans l'année qui ne veut absolument rien dire. Puis, plus on monte dans le fond de niveau de maturité, plus qu'on est précis puis adaptable dans ces processus-là, que ce soit au niveau de l'expertise. Ici, j'ai rajouté ici, exemple, l'intelligence de menace. Donc ici, on est conscient non seulement de ce qui se passe à l'intérieur des murs, mais de ce qui se passe à l'extérieur des murs. Quel groupe nous en veut? On veut s'adapter. On va adapter notre programme de défense à ce qui se fait en dehors. C'est un petit peu plus que proactif. Proactif, oui, on veut se préparer contre les menaces extérieures, évidemment, mais on va s'entendre sur être proactif sur des menaces communes ou ce qui est plus probable qu'on soit affecté. Exemple, le rançon logiciel pour la plupart des entreprises, c'est une menace sur laquelle on veut se protéger de base. Mais est-ce qu'il y a un groupe particulier qui utilise des techniques particulières qui s'intéresse à vous en ce moment? C'est plus là où on rentre dans l'intelligence d'affaires, où on essaie de mieux comprendre son état de menace externe, puis de s'ajuster en conséquence et d'être plus réactif. Au niveau des processus, on va aller plus vers l'automatisation, plus qu'on va vers le niveau résilient, plus qu'on va vers puis aussi de la répétabilité, là, dans le sens qu'au niveau proactif, les processus devraient être répétables, il devrait y avoir moins d'erreurs. Puis vers le résilient, ben, en automatisation, on s'ajuste. Puis les technologies, même chose, on va plus précis, plus spécifique. Exemple, dans le proactif, ben, on va vouloir démarrer une pratique de gestion des accès privilégiés, par exemple. Les technologies comme le PAM rentrent bien à ce niveau-là parce qu'on veut être proactif, on veut rajouter un niveau de défense à un endroit où on est très sujet à être attaqué et où, au niveau peut-être fondamental, on a la difficulté. Souvent, les administrateurs TI utilisent le compte administrateur de domaine où ils créent un compte qui est quasiment similaire. Puis, on travaille dans tout le pack. Donc, première étape, c'est de séparer les comptes. C'est ce que tous les standards, plusieurs même, je dirais, clients dans les TI vont déjà avoir séparé ce compte-là, mais le problème, c'est qu'au jour le jour, on utilise ces comptes-là quand même pour tout, exactement, troubleshooter des postes, exemple au service à la clientèle, aux ventes. Puis je pense que c'est une question, encore une fois, peut-être d'expertise, mais il faut comprendre que si vous vous connectez à une machine avec un compte privilégié, si cette machine-là est compromise, ben ils ont votre compte privilégié, ils ont votre accès. Donc, l'idée avec être proactif, c'est de limiter cette utilisation-là puis d'avoir un parc qui est nettoyé, mais au niveau fondamental, on va faire ce nettoyage-là, cet inventaire-là. Qu'est-ce qu'on a qui est où?
On va en revenir un peu plus loin là-dessus. Puis au résilient, on rentre plus dans les technologies de pointe. Ici, j'ai mis Zero Trust. Je sais qu'il y en a que les cheveux vont friser de voir ça là. Il y en a qui vendent des solutions Zero Trust Day One. Là. Puis c'est bien correct, mais la vraie pratique Zero Trust implique de faire confiance, mais de surveiller, c'est-à-dire contextualiser l'utilisation qu'on a des accès dans le parc et d'agir en conséquence. Donc, c'est pas juste une boîte qu'on vient plugger dans votre réseau ou c'est pas juste d'activer du conditional access dans Azure. Là. C'est vraiment une pratique qui implique plus de choses que ça. Maintenant, qu'est-ce que ça a l'air dans la vraie réalité des vraies choses? Ouais, là, on part dans le crunchy. Bon, je pense que si on fait une petite synthèse déjà en partant, personne, process, technologie, on en a parlé. Exactement. On a parlé aussi de niveau de maturité d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes une petite entreprise que nécessairement vous n'avez pas besoin d'avoir un programme qui est mature. Parce que, par exemple, dans notre cas, nous, on fait dans l'échelle informatique, en cybersécurité, on voulait avoir un modèle qui était résilient assez rapidement, entre guillemets. Mais je veux dire, t'es arrivé, on était quoi, 80 employés quand t'es arrivé, peut-être? On était environ 80 quelques employés. Oui, effectivement, on était à moins de 90. Mais le risque pour nous était quand même important. L'engagement était différent parce que ici, vu que c'était des produits pour TI qui gèrent des accès, il y avait aussi une volonté qui venait du conseil d'administration puis de la haute direction. Il y avait une volonté en partant de faire preuve de leadership. Ça fait partie de l'engagement officiel de Dévolution, faire preuve de leadership dans l'industrie. Donc, c'est sûr qu'on voulait aller vers un niveau résilient et même innover. Là-dedans. Donc, en partant, il y avait cet objectif-là, mais ça veut pas. C'est pas la même chose pour d'autres entreprises. C'est exemple, le modèle d'affaires de l'entreprise, c'est Merchant Acquisition. Donc, on acquiert des sites, on les convertit, on les onboard dans notre infrastructure TI pour gérer la nouvelle compagnie qu'on vient d'acquérir. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est essentiellement s'assurer que cette entreprise-là est sécuritaire et conforme avant de tout brancher. On ne va pas prendre une compagnie qu'on vient d'acheter qui est compromise, la plugger sur notre réseau à nous puis se faire compromettre par la bande. Ce qu'on veut, c'est avoir un processus très opérationnalisé de conformité et s'assurer que le site est conforme à nos requis de sécurité avant de l'avoir balancé complètement dans notre infrastructure. Donc, dépendamment d'un modèle d'affaires ou un autre, l'infrastructure critique, ça va être un autre enjeu. Là, on est sujet à des États, donc États ennemis, qui en veulent à nos infrastructures. Donc, ça ne sera pas la même partie à jouer du tout. Puis, là, ce que je vais vous montrer, c'est un peu qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans notre journée. Puis, il faut comprendre que pour chacune des prochaines slides, le contenu, c'est pas 100%. Il ne faut pas prendre ça 100% bien de la lettre. Ce n'est pas un framework, ce n'est pas un cadre. C'est une présentation. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait fait. Il y a un cadre qui va probablement venir soit fin de l'année, début de l'année prochaine, qu'on pourra mettre en ligne, qui pourrait être intéressant, qui va un peu compiler tout ça puis qui pourrait donner des directives claires pour chacun des niveaux. Parce qu'ici, ce qu'on a fait, c'est vraiment... c'est un peu vers un cadre où on s'en va. On amène un niveau de maturité avec les aspects à regarder et les principes de sécurité. Maintenant, quel contrôle vient de s'aligner là-dedans? On peut avoir une sorte de plan de match qui pallie en fait entre ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, ce qu'on peut faire, là, puis ce qu'on veut faire. Donc, puis quoi regarder là-dedans pour l'implémenter. Donc, tu vas avoir ton propre avec un acronyme, puis tout, là. En fait, tu choisis l'acronyme avant, puis après tu donnes le nom. ARC, ça fonctionne. Ça serait bon, ARC. Je sais pas pourquoi. ARC. Écoute, trouve après ça, c'est quoi tes étapes? On en jasera après. On demandera à ChatGPT aussi. Il en sort des bons. Donc, niveau fondamental. Donc, dans les premières choses qu'on a fait, évidemment, moins de privilèges, les principes à appliquer de sécurité qu'on veut laisser, évidemment, la sensibilisation. Ici, la sensibilisation, je la prends au sens large. Là, il y a des cadres aussi de changement où on va parler séparer sensibilisation et mobilisation. Sensibilisation qui est juste le pourquoi je ferais ça et mobilisation, c'est OK, moi, qu'est-ce que j'ai à en tirer de ça? Donc, ici, on prend le sens au plus large qui comprend les deux. Mais essentiellement, c'est de sensibiliser les gens, de mieux comprendre leur rôle et responsabilité, de comprendre les menaces. Donc, c'est quoi, en fait, pourquoi j'ai besoin de faire attention à mes mots de passe, pourquoi j'aurais besoin d'un gestionnaire de mots de passe, pourquoi le phishing, tu sais, vraiment les concepts de base pour sensibiliser les gens puis d'établir les rôles.
faut qu'il y ait une définition de base des rôles en matière de sécurité. On a déjà couvert ça tantôt. Mais est-ce qu'on veut un officier? Sinon, c'est qui va s'en occuper et qui est responsable, encore une fois, et qui est imputable. Vous ne pouvez pas déléguer l'imputabilité. Vous pouvez déléguer la responsabilité. Mais ultimement, si ça ne marche pas, c'est vous qui êtes imputable parce que vous avez choisi la personne responsable. Makes sense. Et l'application du moyen de privilège, c'est vraiment la première portion de mieux comprendre le concept de moyen de privilège. Les gens, quand on commence à embarquer là-dedans, on voit que ça part tout bord, tout côté. Les gens vont l'appliquer extrêmement granulairement, étonnamment. C'est pas qu'ils l'acceptent pas, c'est qu'ils l'appliquent tellement précis que c'est là que ça fonctionne pas. On est plus productif parce qu'on vient chercher les droits minimal pour opérer. On se rend compte finalement qu'on a oublié certaines responsabilités de cet individu-là ou certaines tâches. Ouais. Puis là, ben ça bloque, ça pète. Fait qu'il faut l'ouvrir. Ouais, en anglais, on dit least privilege. C'est pas le pas de privilège, c'est le moins possible, mais pas tout enlever non plus. C'est ça, c'est le raisonnable au niveau de maturité que vous avez à achieve. Ou qui est le niveau fondamental, par exemple. On veut un niveau raisonnable. Ce qu'on veut pas, c'est que quelqu'un se promène avec les clés du royaume à tous les jours pour aller passer ses commandes sur des sites louches dans le darknet. Right? Ce qu'on veut. Mettons, on exagère. On parle parler. Là. On parle pour parler. T'sais, on veut juste faire une base raisonnable. Puis au niveau des processus, c'est le même principe, c'est de faire le raisonnable. Mais ici, au niveau des processus, la gestion de vulnérabilité, qui est vraiment le core à toutes les entreprises, c'est de gérer qu'est-ce qui se passe dans votre parc, puis ultimement, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le parc. C'est la première étape. Vous seriez surpris, puis peut-être pas, à quel point c'est pas évident de savoir qu'est-ce qu'on a dans un parc. Puis quand on le sait, ça fait peur. Parce que c'est énorme. On passe vraiment de zéro lumière. On n'a aucune idée à wow, les lumières sont toutes rouges, puis je dois tout régler ça. Pour ça aussi qu'il faut faire attention à ne pas mettre des politiques de on va gérer ça dans les 30 jours en partant. Là, vous allez me dire, ben là, Martin, c'est 30 jours, toutes les standards. Je le sais. Mais quand vous arrivez avec 400 vulnérabilités du jour au lendemain, oubliez ça le 30 jours. Fait que là, vous allez taper sur la tête des gens parce qu'on n'est pas in SLA. Ça fait pas de sens. Il y a comme un juste milieu. Plus qu'on va aller vers proactif, vers résilient, à ce moment-là, on va avoir un SLA qui est beaucoup plus serré. On va avoir la performance pour l'exécuter. Il faut déjà se féliciter de les voir. Il faut aussi les régler. Mais il faut comprendre qu'il faut prioriser aussi ce travail-là. Il y a une grosse tâche aussi de s'assurer que au niveau de la séparation des tâches puis de la réduction de la surface d'attaque, que ce soit des concepts qui soient compris, on ne peut pas juste mettre des ressources sur Internet puis les laisser là comme ça. Il faut qu'il y ait une approbation quelque part à mettre ça en place. On ne peut pas juste déployer des choses. Il faut limiter, dans le fond, les actifs, le déploiement d'actifs ou les potentiels privilèges, les escalations de privilèges qu'on peut avoir sur les systèmes. Donc, on a trop de droits, exemple, pour un individu sur un système, il y a trop de chapeaux pour qu'il soit exploité. Donc, il doit y avoir quelque part une discussion à savoir qu'est-ce qu'on déploie sur le net, c'est quoi notre surface qu'on a vraiment besoin. Puis si on n'a pas besoin, on devrait juste décommissionner ça. Ou s'il y a quelqu'un qui a trop de chapeaux, pourquoi qu'on ne délègue pas? T'sais? Il y a plusieurs abus, en fait. À moins que je me trompe, là, je ne suis pas expert comme toi, mais juste dans cette petite talle-là que tu viens de nous exprimer, là, séparation de tâches, gestion de vulnérabilité, il y a beaucoup d'attaques qui se passent là, en fait, dans les process. Absolument. Tu parlais de faire l'inventaire, les lumières, tout, mais c'est beaucoup de ça qu'on voit passer en termes de gestion de vulnérabilité. Ce que je veux dire, c'est les attaquants vont attaquer beaucoup les personnes puis ces process-là en partant voir qu'est-ce qu'ils peuvent trouver. Puis c'est difficile, en fait, là, pour une compagnie, une entreprise qui n'a jamais eu à gérer ces principes-là. Là, démarrer, c'est difficile. Puis c'est souvent les portes grandes ouvertes. Donc, exemple, on a un employé que ses identifiants sont fuis dans le darknet pour XY raison. Puis qui utilise les mêmes mots de passe pour se connecter à l'entreprise. Ouais. Puis cet employé-là, peut-être, je sais pas, moi, c'est peut-être un développeur assis dans un local. C'est peut-être la réceptionniste en avant. C'est peut-être quelqu'un à l'entretien ménager, mais qui a un courriel puis qui a un accès à un poste ici. Puis, de là, il est capable de compromettre l'entreprise au complet. Something went wrong. Là. Il y a eu quelque chose. Là. Il y a eu un manquement. Ces gens-là n'étaient pas supposés avoir ces privilèges-là d'emblée. Comment on était capable d'escalader? Généralement, ça va être une combinaison ou une faille dans un de ces principes-là, ou une combinaison de failles dans ces principes-là. Puis par la suite, quand ça arrive, on ne sait pas quoi faire.
Les gens, peut-être qu'ils le disent pas, ils ont cliqué dessus, ils l'ont fermé, ils se sont dit, je l'ai fermé, j'ai pas personne à aviser. Donc, là, puis il y a le principe d'escalade, là, c'est la panique. Moi, je me souviens, dans le passé, en tant que pirate éthique, on avait lancé un balayage de vulnérabilité sur un périmètre d'une entreprise en télécom, un gros infrastructure. Puis quand les employés au TI ont vu des tentatives de connexion avec des mots de passe par défaut, ils ont décidé de changer tous les mots de passe de tout le périmètre de tous les appareils. Puis c'était non nécessaire. C'était absolument non nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de plan. Ils ont juste réagi cette journée-là. Puis, bien sûr, ça pose problème à l'interne. On ne veut pas ce genre de crise-là à répondre à un incident comme ça sans avoir au préalable, c'est de contenir la menace, de la comprendre, puis ensuite de correctement l'éradiquer. Dans ce cas-ci, c'était un test en plus avec un partenaire, c'était facile à valider s'il y avait eu un plan précis qu'on valide à quelque part. S'il y a un partenaire présentement qui est en train de faire des tests pour nous, on aurait arrêté là. Fait que c'est... Puis en plus, ce balayage-là n'a pas vraiment révélé de connexion réussie en plus. C'était vraiment non nécessaire. Donc, puis les contrôles technologiques, ben ça, vous les connaissez mieux. Donc, défense en profondeur, là, ici, j'étire un peu. On commence avec de la profondeur avec un firewall, c'est-à-dire un firewall, on va avoir... le VPN, on va avoir tout ce qui est antivirus. Là, je mets antivirus, by the way, ça c'est le terme non populaire mais non sexy aujourd'hui. On parle plus d'EDR, donc Endpoint Detection and Response, qui est plus la technologie au goût du jour pour détecter les anomalies puis les menaces, les bloquer au niveau du terminal, donc au niveau du poste de travail. Oups. On a les contrôles d'accès de base, incluant l'authentification avec le multifacteur. Qui est vraiment de base, c'est revoir les accès. Un fun fact, des entreprises TI viennent gérer, OK, puis là, je rentre encore un peu dans la gouvernance, mais TI vont gérer une plateforme ou un système ou un service pour protéger parce qu'ils comprennent mieux le système de rôle à l'intérieur de l'application. Mais là, ce qui arrive, c'est que, exemple, on va demander un accès parce que je dois besoin de travailler. TI prend la décision d'octroyer cet accès-là parce qu'il n'est pas si pire que ça, ou va donner un accès à l'administrateur parce que, bon, c'est un directeur quelque part, on donne cet accès-là, puis on en donne à un autre succursale, on donne ci, on donne ça, puis finalement, on se retrouve avec une vingtaine d'administrateurs dans la plateforme. Pourtant, c'est TI qui la gérait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, d'un point de vue gouvernance, qui connaît mieux, exemple, qui connaît mieux les droits attribués dans une plateforme de vente que les ventes? Que les ventes. Exact. Fait que le thinking en haut au niveau humain va se refléter dans l'utilisation de la technologie ici. C'est-tu parce que IT, un département de TI, c'est des gens qui sont habituellement très occupés, là, puis ont beaucoup de demandes. Est-ce que c'est par défaut que les gens vont donner trop de droits pour essayer d'aller vite puis de dire, bon, ben, regarde, je te donne tous les droits, go for it, puis problem solve? Moi, si un administrateur TI me disait ça, je le comprendrais. Oui. Ben, exact. Oui, absolument. Je veux dire, on a un déploiement à faire d'un nouveau système d'intelligence d'affaires que la haute direction a besoin de prendre une décision ou une nouvelle base de données à déployer parce que là, on commence à être max capacité sur une. Puis là, je me fais achaler pour donner un accès à un vendeur dans une plateforme. Ouais. Ben, tiens, v'là admin, mon chum, puis vas-y. Anyway, t'as accès à tout, mais en même temps, c'est low risk, il peut faire quoi avec ça, whatever. Mais c'est là que les choses arrivent. Puis honnêtement, c'est plus normal qu'on pense. Ah, mais c'est tough. Ben, c'est tough. Faut que la business roule. Mais les gens qui nous écoutent, c'est ça qu'ils vivent. Là. Ben, ils disent, ça, c'est ma réalité. Moi, je suis short staff. Ben oui, je sais. Je sais, mais c'est ça le niveau de discussion qu'il faut avoir avec quand on parle de cybersécurité. Cette slide-là est super bonne parce que quand on a des discussions à gauche puis à droite avec des clients, des partenaires, peu importe, habituellement, les gens ont ça dialed in pas mal. Dans le sens qu'ils ont quelque chose de bas. On parlait tantôt tout ce qui était legacy, là. Habituellement, les gens vont avoir ça en place. Tu vas me dire si tu bien fait, pas bien fait, c'est pas aligné directement avec... T'as raison, mais les gens ont quelque chose là, par contre. Oui. Ben, un des plus beaux exemples dans ce que tu me dis, tu sais, exemple, la segmentation de réseau, ils me disent tous qu'ils l'ont. Okay? Ouais.
Puis ça, c'est le beau running gang parce que les réseaux, ils ont les gars techniques, les VLAN, là, on en a des VLAN, là, c'est tous des réseaux virtuels. Là, chaque réseau est segmenté. Mes caméras sont là, mes points de vente sont là, mes serveurs sont là. Ils ont tous des VLAN différents, mais ils se jasent tous. Ouais. D'un à l'autre, la caméra chinoise qui est exposée sur Internet va jaser avec ton serveur, ton contrôleur de domaine. Oui, on a de la segmentation, mais il n'y a aucune règle d'accès entre ces zones-là. Puis on n'a jamais réellement pris le temps de vraiment figurer qu'est-ce qui devrait parler à quoi normalement, puis d'appliquer ces règles-là. Encore une fois, pas rentrer trop profond dans le principe de least privilege, privilège le minimum, le restreint, mais au moins raisonnable. Dire, mes caméras qui sont exposées sur le net, ils devraient jaser, limite, si j'ai un enregistreur local, ils devraient jaser avec ça, mais ils ne devraient pas jaser avec le poste de travail de Bob, qui est assis à son bureau. C'est bon. Puis ça, c'est un travail qui doit être fait fondamentalement au départ. Ouais. Là, on me dit, ouais, mais avec le Zero Trust, non, on peut pas... Le ransomware, c'est ça qu'il fait. Le rançon-logiciel, il se propage à travers le réseau. Il va aller partout où ça jase. Fait que si tout jase à tout, tout est compromis dans le cas d'un rançon-logiciel. Surtout l'exemple que tu donnes, l'Internet des objets, là, c'est énorme. Là. C'est énorme. On sait tous qu'il n'y a pas de sécurité là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est fait dans une optique de performance. C'est du matériel embarqué. Il faut que ce soit ultra rapide. Puis un contrôle de sécurité, une validation, mais c'est une étape de plus pour le processeur. Donc, généralement, ces systèmes-là sont moins sécuritaires que votre poste de travail, un serveur ou les systèmes qu'on utilise actuellement dans le marché. Tout ce qui est Internet des objets, by default, il ne faut pas leur faire confiance. Il faut qu'ils soient isolés dans un segment à part. Ce n'est pas supposé jaser avec le reste. Si vous avez besoin d'un serveur pour les opérer, mettez-le dans le même segment. Au moins, il y a le même risque, il y a le même niveau de risque. Il ne faut pas le mettre ailleurs. Maintenant. Proactif. Je vais aller un peu plus vite parce que là... c'est intéressant, non? Il reste 30 minutes encore. Moi, je trouve ça super intéressant. Laurence nous regarde depuis tantôt avec ses grands yeux. Elle apprend plein d'affaires. Ben oui. Je suis sûr que les gens aussi, honnêtement, là, c'est vraiment bien... on avait-tu des questions à date? On n'a pas de questions à date. Laisse-moi valider 2 secondes. Je pense pas qu'on ait de questions en ce moment. Non. Bon, parfait. Non, mais ça le nombre, honnêtement, Martin, excuse. Les jeux. Non, il reste 30 minutes. Moi, je continuerai sur le. C'est super intéressant. Fait que, allons-y, gaiement. Let's go on. Show must go on. Donc, le niveau proactif maintenant. Niveau proactif, on monte d'une coche. Puis pourquoi je dis une transition difficile, comme si la première ne l'était pas? C'est difficile de mettre des choses en place, mais c'est encore plus difficile de vivre avec, là. Donc, le niveau proactif, c'est pas OK, là, j'ai établi, j'ai déployé des systèmes, tout ça, mais maintenant, il faut que ça survive l'épreuve du temps. Donc, roulement de personnel, entre autres, qui fait vraiment mal un programme de sécurité. On a des champions à gauche, à droite, mais la journée que ces champions-là ne sont plus disponibles, c'est à refaire. OK? Donc, au niveau de l'humain, on va rentrer avec des formations plus spécialisées, mais au niveau de leur rôle dans leur cadre d'emploi. Puis ça, c'est une grosse distinction avec le fondamental. Fondamental, on va en parler à tout le monde, la cybersécurité, faites attention à ci, faites attention à ça. Mais là, ici, c'est qu'on va avoir des gens, exemple comme TI, vous déployez des systèmes en production, il doit avoir une manière, il y a des responsabilités. On ne peut pas juste déployer ça en production sans qu'il y ait eu un minimum de vigie sur les contrôles de sécurité ou sur les configurations de sécurité qu'on doit appliquer. Donc, les formations vont être plus ciblées au niveau du rôle à monsieur, madame, tout le monde au sein de l'entreprise selon leur rôle. C'est l'erreur qu'on fait souvent au niveau proactif, c'est je vais bâtir une équipe de sécurité puis c'est tout eux qui vont savoir, c'est tout eux les canons. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. La vraie distinction où là, on est plus proactif, c'est qu'on commence à déléguer cette responsabilité-là aux bonnes personnes, en fait, aux personnes qui doivent être imputables à la base. On remet la délégation-là pour que les professionnels, dans le cadre de leur travail, puissent le faire adéquatement et sécuritairement. Au niveau de la gouvernance, elle est plus claire aussi. Là, on va avoir des politiques en place, mais aussi, on va avoir somehow une mesure de performance. On a mis ça, mais on évalue. Est-ce que ça marche? Une mesure de performance simple peut juste être un audit. Hein. On fait un audit interne. T'sais. Nous, on a commencé très, très jeune avec un ISO 27001, avec des certifications comme le rapport d'attestation comme le SOC 2. Donc, on a commencé très jeune, nous, à se faire mesurer là-dessus. Puis, ça vient solidifier la proactivité du programme dans le sens où j'ai une vigie plus grande, plus large de ce que j'ai à faire. Puis, je m'assure que c'est fait
somehow correctement. C'est pas nécessairement encore hyper adaptatif dans le sens que si j'ai une modification à faire, ça se peut que la modification fasse mal. Je vais faire une modification d'un point de vue gouvernance, j'attribue des rôles, des responsabilités de façon différente. Ça se peut que, bon, down the road, ça prenne un certain temps avant de se stabiliser, mais on peut le faire. Versus résilient où là, go, on fait un changement en haut et ça va être cascadé vers le bas assez facilement. Je dis assez facilement parce que, dépendamment du processus, il y a un chemin à faire. Au niveau plus des processus, bien, c'est sûr que la gestion de risque, maintenant, elle devient plus procédurale. Donc, la gestion de risque qui était une activité au niveau fondamental, peut-être une fois, 2 fois par année. On évalue peut-être ad hoc certains systèmes. Nous, on fait ici, chez Dévolution, des Rapid Risk Assessment, qui est un concept, si je ne me trompe pas, qui a été développé par Mozilla pour faciliter la gestion de risque au niveau système plus bas niveau. Tu viens de coller à ce qui se fait dans l'industrie un peu plus. Exactement. Là, parce que pourquoi? Les best practices. Les normes, les best practices, les cadres de l'industrie, parce qu'eux viennent amener une certaine exhaustivité dans ce qu'on a à faire versus se centrer sur ce qui est accessible puis acceptable. Là, on va aller au-delà de ça. On va prendre une norme qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus loin de ce qu'on a besoin dans un premier temps, mais en même temps qui va gagner dans le futur en étant plus exhaustif. Donc, ce qui est NIST, ISO, CIS ont des standards pour la gestion de risque. On a les politiques vont être alignées avec ces standards-là aussi. Donc là, on va être plus prêt à recevoir un exercice d'audit et aller même chercher, puis là, c'est le fun, parce qu'en étant à un niveau plus proactif, on peut aller chercher des certifications, puis là, même rencontrer des besoins d'affaires. Par exemple, on veut se lancer dans un nouveau marché. Pour certaines entreprises, se lancer dans un nouveau marché, ils ont besoin d'une certification, ils doivent rencontrer une certaine régulation. Donc là, on va, en étant plus proactif, donc meilleur pour nous, ben, on peut devenir plus compétitif aussi, ou on peut atteindre d'autres marchés, ainsi de suite. Donc, ça a été un gros win chez nous. Je parlais pour ma paroisse, là, mais au niveau des ventes marketing, là, tout le travail en cybersécurité qui a été accompli au fil des années nous a aidé grandement au niveau des clients, au niveau de différents partenariats, au niveau même marketing, de dire voici ce qu'on a mis en place chez nous. Ça rouvre beaucoup de portes sur la crédibilité de l'entreprise, puis il y a beaucoup de standards que vous avez suivis qui nous ont permis de nous-mêmes s'améliorer au niveau des processus de vente, évidemment, mais aussi de répondre à des questions clients pour dire hey, on a ça à faire chez nous, je connais, on le fait chez nous. On peut vraiment être en mesure, au niveau business, de venir rapporter ces efforts-là. On parlait d'investissement tantôt. De prendre ces investissements-là en sécurité puis de l'amener aussi dans d'autres sphères en termes de création de valeur puis de générer des revenus à partir de là. Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis qui c'est frappant. Puis c'est ce que je répète même à l'extérieur. On vient réduire le cycle de vente. Au lieu de remplir un questionnaire de 300 questions du risk management d'une entreprise qui, by the way, nous refile sa propre conformité, ben, on monte nos certificats, on monte nos attestations externes qui démontrent qu'on a les bonnes pratiques en place. Et eux, à ce moment-là, je te dirais, la majorité du temps, plus que la majorité du temps, c'est suffisant de leur côté. Donc, on facilite beaucoup d'aller back and forth à rencontrer des questions qui, des fois, ne sont pas toujours claires. Tu sais, par expérience, on reçoit des fois des demandes qui viennent de la clientèle de remplir des questionnaires de sécurité ou de risque sur notre infrastructure nuagique pour acheter Remote Desktop Manager, qui est un produit vraiment off-the-shelf, on-prem, sur un poste. Là, on me parle pour un questionnaire dans le cloud, dans l'info nuagique, ça devient ambigu, ça devient difficile à traiter. Donc, il y a beaucoup d'irritants. Mais là, on vient tout régler ça en montrant un papier. Et ce papier-là, il vient d'un auditeur externe qui est crédible. Ça passe numéro 1. Puis, tous les standards, en fait, vont avoir un certain, excusez mon bon français, mais un overlap, vont ils s'entrecoupent tous un et l'autre quelque part. Exactement. Donc, plus qu'on commence à s'aligner avec ces standards-là, meilleur on devient et plus ça devient facile, en fait, en faire. Donc, il y a plusieurs avantages à aller de ce côté-là. Puis, en augmentant la maturité, ben, on a des bénéfices d'affaires qu'on découvre en chemin. C'est ça qui est super intéressant. Tout ce qui est évidemment la gestion de crise, c'est d'avoir un premier plan là, de gestion de crise. Donc, on fait au-delà, là, mettons qu'elle arrive. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, attends un peu. Là, fondamentalement, on doit avoir un plan de gestion de crise, mais le plan de gestion de crise, ça résume généralement à huis clos avec le PDG. Là.
Là, ici, on parle plus de, OK, qu'est-ce qu'on va faire dans tel cas particulier? Est-ce qu'on va amorcer des discussions avec une firme de relations ou on rentre dans des cas un peu plus élevés, puis aussi d'établir des risques qu'on peut limiter pour éviter d'aller en gestion de risque peut-être qu'on n'avait pas vu avant. Au niveau du technique, ben là, on rentre plus dans tout ce qui est intégration de solutions avancées, donc surveillance, détection. Proactif, on va avoir, oui, de la prévention. Au niveau de la couverture, on va vouloir s'assurer qu'on prévient le plus possible de choses, mais on va commencer à discuter de détection et réponse. Donc, plus là, on va vouloir s'intéresser. Est-ce que, là, c'est beau, là, j'ai fermé plein de portes, mais je ne sais pas si j'ai une fenêtre ouverte, puis la journée que la fenêtre, quelqu'un passe par la fenêtre, je vais-tu le savoir? Il faut que ton détecteur en dedans soit allumé. Fait que en proactif, c'est que je mets une mesure de plus. C'est bien beau, j'ai barricadé mon truc, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un rentre? J'ai-tu au moins une mesure, savoir qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va s'intéresser à ce genre de problème-là au niveau technologique. Les correctifs, c'est extrêmement... Fondamentalement, on peut le faire à bras, mais c'est toute une job. Ce qu'on veut, c'est être capable de gérer idéalement à distance, puis automatiquement les mises à jour qu'on peut. Ceux qu'on peut pas, ben on le sait quand même. On a quand même une visibilité, une vigie sur ce qui ne peut pas être corrigé à distance, puis de pouvoir intervenir, avoir un processus clair d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Puis, une gestion d'identité privilégiée stricte, ici, c'est vraiment, oui, il y a de la technologie, il y a une portion processus, mais il y a une portion technologie aussi. On ne peut pas juste utiliser un compte ADM _ dans un parc, puis déléguer quelques droits, puis prendre ce compte-là. Ça devient difficile. Les mots de passe pour les usagers, tout ça. Oui, pour la gestion d'accès privilégié, c'est une chose, mais je vais même étendre jusqu'à usagers, là, leur dire des bonnes pratiques de mots de passe. Fondamentalement, ça peut fonctionner, mais si on veut être proactif, ça prend une base de données. Il faut mettre les mots de passe à quelque part. J'ai des clients qui utilisent deux voûtes de mots de passe, 2 technologies de mots de passe complètement, dont un KeePass, exemple, puis une autre technologie. Puis ils ont quand même des feuilles Excel qui traînent sur une autre machine ailleurs. Puis c'est tout décentralisé, c'est prône à plein d'erreurs. On assume qu'on est correct, tout est à cet endroit-là, mais le collègue, lui, travaille ailleurs sur une autre chose, puis on n'a aucune visibilité là-dessus. Non seulement ça, mais si ce collègue-là part, on est un peu scoop. Fait que même opérationnellement, là, on s'ouvre à des enjeux quand on n'a pas une mise en place de gestion d'identité privilégiée, d'accès privilégié, mais aussi pour les usagers standards. En général, on veut quelque chose qui nous donne une trace d'accès, qu'on ait une visibilité sur qu'est-ce qu'on a, puis s'assurer que c'est là. Là, ça devient possible, mais d'ailleurs, de mettre une politique en place puis d'éliminer d'autres technologies. N'utilisez pas vos technologies personnelles à la maison pour les identifiants corporatifs. Puis là, ben, on est plus proactif dans qu'est-ce qui arrive si je dois terminer cet employé-là un jour. Ben, techniquement, il n'est pas supposé avoir interagir avec une autre voûte ou un autre système que ce que nous, on a autorisé à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui nous amène à Résilient maintenant. J'avais une question pour toi avant de commencer, avant de continuer. Oui. Est-ce que tu vois un avantage de commencer? Mettons, moi je dis, Martin, laisse faire la fondamentale, là, j'ai de quoi qui n'est pas pire, là, je pense. Là. Je veux aller à proactif. Je veux faire proactif tout de suite. Là. Oui. Ce que tu viens de parler, moi, c'est ça que je veux. Oui. Tu vois-tu un avantage quand même de faire l'effort conscient de dire, attends, on va prendre un step back, là, on va faire nos fondamentaux comme il faut avant de passer à l'autre, ou tu dis, fine enough, allons dessus dans le... Y a-tu une genre de cause à effet où est-ce que fondamental, tu vas me dire oui, évidemment, là, mais serais-tu prêt à sauter le fondamental pour aller dans le proactif directement puis dire, moi, c'est ça que je veux, c'est ça que je pars? La réponse à cette question, Maxime, c'est non. Je l'inclurais dans le roadmap, le fondamental. Je ne pourrais pas passer directement en proactif si on part de rien. C'est trop exigeant. Par contre, il y a des meilleurs choix qui se feraient dans le roadmap, dans le sens que si c'est dans l'optique d'atteindre un niveau proactif d'ici, mettons, 2 ans, qui est très ambitieux. Tu changerais un peu un peu le roadmap pour accélérer le processus puis maximiser l'investissement. Oui. Mais ce qui va toujours laguer un peu en arrière, ce qui va traîner, c'est le côté processus, c'est le côté humain. Ça prend toujours son temps. Pas qu'on est lent, mais on est moins vite la machine.
Mais t'as raison, c'est bon parce que tu parlais de sensibilisation tantôt. Si j'ai pas fait un minimum de sensibilisation de ma gang, par exemple, dans le fondamental, je pourrais pas passer à la deuxième étape, donc ça répond à la question. Exactement. Donc, dans une optique proactif, il n'y a rien qui m'empêche de prendre un standard comme ISO, exemple ISO 27001, puis on va être là-dessus dans 12 mois, 18 mois. Mais dans quel état? On va peut-être être juste correct pour passer l'examen. Là, on rentre Security by Compliance, là. Mais pour avoir l'étoffe de bien le réussir dans l'intention de la norme, ça va demander plus que ça. Puis il va y avoir un passage à travers le fondamental obligé pour atteindre ce niveau-là. On ne peut pas sauter d'étape. Pareil avec Résilient, je veux dire, c'est vraiment... c'est tellement distinct les niveaux d'impact que ça a qu'il faut passer à travers le parcours pour se rendre. On n'a pas le choix. Merci. C'est comme courir avant d'apprendre à marcher. Là. Ça se fait pas. Faut t'apprendre à marcher avant. Je t'ai déjà vu débouler une côte, puis je peux te dire que t'as appris à courir avant d'apprendre. Mais vas-y, Martin. Ah oui, il faisait noir ce soir-là. Ça déboulait sur un méchant temps. Ah, c'est excellent. Niveau résilient, mais écoutez, là, ce niveau-là, c'est très axé sur adaptatif, très réponse, très haute détection réponse. Là, on assume au niveau résilient que de quoi qui va go wrong, en fait. Et on est très proactif, on a déjà des bonnes mesures en place, mais ici, c'est s'adapter et s'améliorer, puis être plus efficace, plus performant. Je dirais aussi, pour avoir vécu ton journey à travers nos discussions ensemble là, depuis 5-6 ans, là, mais je dirais aussi que au niveau résilient, on se trouve beaucoup sur le monde. On a parlé de notre business au niveau personnalisé, au niveau fondamental. On se trouve à l'international sur les différents standards en proactivité. Là, on se trouve sur la menace. On rouvre beaucoup à qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, qu'est-ce qui se passe dans d'autres industries que la nôtre, qu'est-ce qui se passe en dehors de nos certifications. À moins que je me trompe, là. Non, absolument. Rendu là, il faut que je sache ce qui se passe pratiquement en temps réel dans le monde. Là. Absolument. Puis, tu sais, Dévolution n'a pas de politique à ce jour définie, claire en termes de positionnement avec ce qui se passe, exemple, avec des pays en conflit actuellement. Donc, la guerre qui se passe dans le monde, présentement, on n'a pas rien. Mais c'est sûr qu'une des questions qui se pose, c'est les conflits géopolitiques en vigueur en ce moment ou au moment où ils se déclarent. Est-ce qu'on a ce type de clientèle-là dans nos outils ou comme client? Et est-ce que cette clientèle-là fait partie d'une infrastructure critique et peut devenir est-ce qu'on peut ultimement devenir une cible contre les groupes? Donc, si un État rentre en guerre avec un autre et qu'on a une forte base de clients pour cette clientèle-là, ben, on est en droit de se demander est-ce qu'on peut devenir une cible? Et là, on rentre vraiment dans une méthode plus d'intelligence d'affaires où là, on va s'intéresser à ces groupes-là, dans leur modus operandi, puis à mettre des mesures en place. Je dis pas que du jour au lendemain, on va devenir complètement impénétrable contre un groupe en particulier, mais c'est au moins de s'intéresser puis de voir est-ce qu'il y a des gaps majeurs qu'on peut voir par rapport à ce groupe-là où on ne couvre pas actuellement. Donc, c'est s'intéresser exactement à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe en dehors, mais d'être très réactif. Là. On parle même de conflits géopolitiques, de contexte économique, ainsi de suite. C'est de savoir qu'est-ce qui peut nous impacter, nous. Est-ce qu'il y a une nouvelle tendance émergente en termes de tactique, de technique ou de procédure d'un adversaire pour compromettre une entreprise? Si oui, ben c'est au goût du jour. On va l'étudier, puis on va l'analyser, on va même la tester. Donc, on est rendu à une étape où on est capable de tester des tactiques, des techniques, puis des procédures spécifiques pour un acteur spécifique dans notre infrastructure parce qu'on est rendu là. Donc, on veut vraiment valider si cette personne-là en a contre moi, est-ce que je suis bien protégé contre cette personne-là? Est-ce que je suis au moins capable de la détecter puis de répondre avant que ce soit trop tard, avant que avant que son objectif soit atteint, ultime. Fait que les simulations d'incidents sont au cœur de ce niveau-là. On teste beaucoup tabletop et techniquement, en fait, nos outils, puis notre personnel pour la gestion d'incidents. On forme régulièrement les gens, puis on adapte évidemment les rôles en conséquence. Donc, on va ajouter, dans notre équipe, on a un responsable maintenant qui s'occupe de l'intelligence des menaces. Exemple, c'est un nouveau rôle qui a été mis en place, puis qu'on était rendu là et on devait s'ajuster
Notamment, vous faites l'inventaire du Dark Web, voir s'il n'y a pas quelque chose qui est déjà leaké. Exactement. On fait le tour du Dark Web. On va voir est-ce qu'il y a eu des incidents liés à des comptes ou à des outils d'évolution. Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Est-ce qu'on peut les rapporter d'avance? Est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là? Donc, vraiment, on a une approche plus proactive, mais surtout d'avoir de résilience, d'être capable de réagir rapidement, en fait. Au niveau des processus, c'est sûr, la surveillance continue, l'automatisation des processus, révision dynamique des politiques. Donc, on essaie d'être plus performant au niveau des processus, d'être plus adaptatif. Puis, je passe un peu plus vite parce que ça, c'est vraiment une résilience. C'est vraiment, on est on top de notre game, encore une fois. On est performant. On répond mieux, on identifie mieux nos menaces, on utilise l'intelligence maintenant des menaces. Puis l'architecture Zero Trust, que je reviens là-dessus, on essaie de contextualiser l'utilisation des accès, des systèmes qu'on a en place, de répondre idéalement automatiquement. Exemple, on a de quoi de louche qui se passe sur un poste, l'utilisation de l'identité ou du compte est anormale aux yeux des systèmes, ça lève une alerte, puis on est capable, l'analyste est capable de réagir tout de suite. Ou peut-être que celle-là rentre dans une règle où automatiquement le système tombe en quarantaine, ainsi de suite. Et on a un système là, de réponse qui va prendre suite. Donc, l'architecture Zero Trust, c'est vraiment pas juste d'avoir un système, mais c'est d'avoir aussi une architecture qui supporte les processus puis qui supporte en fait la réactivité qu'on a besoin à l'intérieur de ça. L'orchestration de sécurité, c'est tout ce qui est automatisation, puis l'intelligence des menaces, évidemment, ça prend des outils. C'est pas quelque chose que je recommande de faire à bras. Sinon, vous allez perdre beaucoup, beaucoup de temps puis des choses vraiment pas propres là-dedans. On préfère avoir des outils, c'est pas mal plus simple. Puis, c'est pas mal ce qui fait le tour de ce que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Encore une fois, c'est un blueprint très haut niveau de ce qu'on a fait dans les 6 dernières années, qui, je crois, est répétable, mais quelque part, la fin de l'année, début de l'année prochaine, avoir un cadre plus... ça, c'est un de mes projets là, que je veux lander. Là, avoir un cadre beaucoup plus clair sur vraiment une sorte proche... Je dirais pas une checklist. Je veux éviter la checklist dans un établissement d'un programme, au moins les guidelines pour être capable de l'implémenter. Là, On viendra à ITSEC après, Nick, mais moi, Martin, on en a parlé cet été par rapport à ce framework-là ou définition-là, quel terme tu veux utiliser, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un besoin derrière ça, c'est-à-dire ce que tu me mets tantôt, NIST, entre autres, c'est difficile à implémenter. Moi, c'est le besoin derrière. Oui, on va arriver avec une espèce de framework que tu auras développé avec l'expérience, mais moi, ce que j'aimerais, c'est quelque chose qui est ingérable, qui est gérable ou que les gens peuvent prendre et actually faire de quoi avec. C'est ça que je trouverais intéressant de discuter dans un prochain podcast ou un prochain webinaire. C'est quoi le besoin d'avoir ça comme outil? Pourquoi que les gens devraient s'en servir? Puis d'arriver avec des solutions aussi parce que, tu sais, je me mets à la place d'un gestionnaire en TI ou quelqu'un en sécurité. Déjà, là, une question, c'est quoi les ressources que ça va me prendre de déployer ça? Est-ce que je le fais à l'interne? Est-ce que je fais appel à quelqu'un à l'externe? Est-ce que je fais appel à un expert? Est-ce qu'au niveau de l'investissement, je vais être accompagné? Par qui je me fais accompagner? Par exemple, je fais vérifier, j'ai des gens chez Deloitte là, qui me demandent à toutes les années s'ils ont besoin. Je veux dire, il y a un paquet de questions après ça aussi à regarder ensemble. C'est ça. Ultimement, c'est d'avoir la bonne expertise pour le bon niveau de maturité. Si on démarre, qu'est-ce qu'on a besoin? Exemple, on parle de budget, on parle de termes de défense. C'est quoi la vision? Ultimement, c'est d'être capable de bâtir une vision, d'avoir un outil qui peut faciliter ça. Ce serait déjà un beau win. Ouais. Parce que la plupart des gens puis de mes clients, puis on l'a vu ici aussi, c'est comment on fait un premier pas en avant, puis par la suite, c'est quoi le deuxième, c'est quoi le troisième, c'est quoi la vision à plus long terme. Il n'y a pas vraiment de... présentement, avec ce qu'il y a dans l'industrie, c'est que oui, on a une belle liste de paquets de choses qu'on doit faire, mais ça ne dit pas comment ça doit s'intégrer dans une vision, puis un chemin sur X années qui fait du sens. D'où l'idée du niveau de maturité qui, lui, te permet d'avoir un œil dans le temps où on veut aller, puis voir les sphères où on doit travailler au lieu de juste une liste de contrôle.
Fait que c'est un peu... c'est vers ça qu'on veut s'en aller, qui est différent de ce qui se fait présentement dans l'industrie. Pour en savoir plus, maintenant, je vous invite à venir à notre événement ITSec 3 et 4 juin prochain à Saint-Hyacinthe encore. Ça va être notre 4e édition. Il y a une journée de formation qui va être donnée aussi le 2 juin. Les billets sont en vente de vêtements. Il y a des partenaires aussi, si vous êtes à l'écoute. Vous aimeriez voir, c'est entre 5 et 600 participants, des gens en TI, en sécurité, qui vont venir à notre événement. Martin va être présent aussi avec sa gang. C'est vraiment un sommet qui est là pour venir parler de tout ce qu'on vient de parler aujourd'hui, là, de le faire en grand groupe, d'être en mesure de voir les best practices, les wins de tous et chacun là-dedans, parce que c'est pas évident à faire, honnêtement, c'est pas facile. Les gens sont beaucoup... je vois beaucoup de gens qui sont un peu pris au dépourvu là-dedans, ne savent pas par où commencer. C'est le genre d'initiative-là qu'on supporte, qui va venir donner des réponses aux questions. J'espère qu'aujourd'hui, en fait, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, les gens ont... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça vient un peu... Tu sais, on parlait en entrée de jeu de découper, de venir prendre la bête, mais d'une autre facette, d'un autre niveau peut-être. Je trouve que c'est check. Bravo pour ça, Martin. Vraiment bravo. Merci. On va inviter les gens à nous contacter aussi. Je ne sais pas si tu veux donner courriel ou la meilleure façon de te contacter. LinkedIn, courriel? LinkedIn, toujours ouvert. Martin Lemay, vous pouvez me rejoindre là-dessus. Cyberspective.ca, j'ai une belle porte d'entrée là. Sinon, mlemay@cyberspective.ca, mlemay@devolution.net. Il y a plein de channels. Venez sur nos sites d'évolution.net aussi, pour ceux qui nous connaissent déjà, pour en savoir plus sur comment nos outils vont venir s'intégrer dans ces process-là, dans ces processus-là qu'on voulait mettre en place. On a une panoplie d'outils, de solutions en termes très techno, en fait. Prenons cette partie-là de notre côté, qui vont venir supporter vos processus et vos gens ensemble dans vos entreprises. Donc, peut-être pour les dernières minutes, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Dominique, merci Vicky. Je lis bien vos noms, voilà. Je m'en viens trop vieux, je vois pas d'ici. Moi, c'est pas pire. Ben oui, Laurence, vas-y avec ta question. Ben oui. Oui, la question, juste me permets, parce que la question n'a pas été entendue. La question de Laurence a été, en fait, est-ce qu'un modèle hybride existe ou est-ce que tout dépendant de mes besoins, je vais avoir dans la technologie, je vais être plus dans les fondamentales versus résilient avec les personnes et vice-versa? Est-ce qu'il y a des modèles hybrides qui existent ou en tout cas, est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou que tu aimerais voir? Bien, idéalement, il l'est. Idéalement, il est adapté à la réalité de l'organisation. C'est sûr que on passe pas de fondamental à proactif du 30 septembre au 1er octobre. On va avoir des pratiques qu'on va être meilleurs. Il y a des sphères où on va être meilleur, on va être plus mature peut-être sur le côté humain parce que, je sais pas, moi, on est une firme de cybersécurité. Il y a des grosses chances, exemple, qu'on ait l'expertise. Mais si on est une shop, je sais pas moi, dans la technologie comme dans le développement, ben le développement, on est très techno, on est très, tu sais, ça, il n'y a pas de problème, mais peut-être que le côté expertise au niveau de la personne, on est moins là parce que c'est moins au cœur du day-to-day. Chez Dévolution, on a été chanceux d'avoir un peu les deux bouts, ce qui a peut-être accéléré le journée, en fait. C'était d'avoir peut-être les deux côtés, autant au niveau technologie, mais vu qu'on est dans des produits de cybersécurité, ça a peut-être facilité la donne, je dirais, versus d'autres secteurs d'activité ou d'autres entreprises. Mais c'est pas un check de 0 à 1, 2, 3. Mais c'est bon ce que tu dis parce que justement, c'est un parcours. On parlait de journey au début d'un parcours. C'est pas au 30 septembre, on est fondamental. Puis là, au 1er octobre, plouf, on est rendu proactif. C'est quand tu fais l'analyse de tout ton parcours que tu vas faire à ce moment-là, on était sûrement dans ces phases-là, puis on s'est en allé tranquillement vers. C'est un peu comme dire là, Colin, je m'en viens vieux, là. C'est pas. T'es vieux maintenant. Ouais, non, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose la semaine, tu sais, hier ou. Tu sais, c'est arrivé un moment donné, tu le réalises. Oh, je suis rendu là. Parce que tout l'ensemble de mes pratiques, de ce que je fais au jour le jour, m'a amené là. Puis là, je le réalise. Oui, on est rendu là. Mais j'ai pas décidé qu'à telle date, parce que là, je viens de faire un audit ISO, exemple, que je suis rendu proactif. C'est pas ça que ça veut dire. Du tout. On le réalise collectivement que dans l'ensemble de nos pratiques, en tant qu'entreprise,
on a vraiment augmenté le niveau de maturité en termes de cybersécurité. On le vit au jour le jour. Souvent, on s'en rendait compte sur nos comités de direction. Tu sais, hey, wow, on est tellement rendu ailleurs aujourd'hui. Ben, c'est pas parce qu'on a fait un truc hier. Là. C'est vraiment l'ensemble de ce qui a été fait durant l'année qu'on là, on peut dire, oui, effectivement, on est rendu à un niveau proactif. Bravo pour votre travail, à toi l'équipe. Martin, bravo à l'équipe de Dévolution, bravo. Longue vie à Devo, longue vie à Cyberspective. Encore une fois, si les gens veulent te contacter, ils ont toute l'information. C'est notre dada d'implémenter ce genre de journée-là chez d'autres, d'amener l'aide qu'ils peuvent. Merveilleux. En fait. On s'en repartit un rendez-vous. Tu couperas ça au montage. Je te l'ai dit tantôt, il n'y en a pas de montage. T'es fait, Martin, il n'y a pas de montage. Mais on se redonne rendez-vous bientôt, je sais pas quand. J'ai vraiment apprécié. Call the shot. Puis on verra voir avec la gang qu'est-ce qu'on fait, mais peut-être en faire un plus tôt que tard, même sur d'autres sujets que je trouvais très intéressants. C'est bon. À la prochaine tous. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde.